puisque ces jeunes gens, je le rappelle, certains avaient été brûlés vifs et d'autres placés dans des conteneurs jetés dans le fleuve Congo. Et Et d'ailleurs, malheureusement, pendant que vous dites à Monsieur Modeste Boukadia, quelqu'un me disait la raison pour laquelle d'ailleurs ils ont construit la corniche à ce niveau-là, c'était pour voilà effacer un peu l'image que ça donnait d'avoir enterré évidemment les jeunes à ce niveau, d'avoir massacré les jeunes à ce niveau. D'autres, comme vous l'avez dit, avaient été, je crois, enfermés dans des conteneurs vivants, jetés dans le fleuve, et d'autres étaient en train d'être massacrés, brûlés, comme vous l'avez dit. On a eu ce témoignage d'ailleurs sur notre plateau ici par Monsieur Michel Nsangou qui nous a expliqué qu'il lui l'avait vu, il a vu et il a témoigné. Et quelqu'un d'autre me disait, alors c'est exprès qu'ils ont construit cette corniche parce qu'il dit, si c'était un vrai projet de la corniche, pourquoi ne sont-ils pas arrivés jusqu'à Djoué de l'autre côté? Pourquoi ils se sont arrêtés juste quelque part? Donc c'est fait pour juste voilà effacer les traces. Bon bref, c'est son point de vue. Je l'ai juste rappelé. certainement, moi, ce dont je me rappelle, ce dont les preuves existent, c'est le desk de Radio France Internationale. Lorsqu'on interrogeait le général Boussama-Toko sur RFI, avait donné des preuves suffisantes pour montrer que il y a eu ces crimes crapuleux, odieux, du mépris de la vie. Quand vous voyez le président Trump, de la manière dont il considère la vie de l'enfant, la vie humaine, et qu'il dit très bien que lui, il ne veut pas de troisième guerre mondiale. Il veut la paix partout dans le monde, parce qu'il considère qu'il n'y a rien au-dessus de la vie. Et c'est pour ça qu'il avait eu cette sagesse de dire à Denis Sassou Nguesso, retrouvez-vous avec votre opposition. Ça, ce sont ses mots, hein, dans le calme et sans cri, pour trouver les voies et moyens pour gouverner votre pays. Donc, quand vous voyez une telle personne qui donne de tels conseils, on voit comment il a le respect de la vie. Et je pense que aujourd'hui, c'est dans cette voie que nous devons nous diriger. C'est dans cette voie que nous devons nous diriger. Parce que de la manière dont cela s'est passé avec le président Zelensky, je ne crains, je ne crains que nous soyons devant une situation qui serait difficile. Modeste Boukadia, président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, bonjour et merci d'être encore avec nous sur R7. Merci beaucoup, Monsieur Perrin. C'est une joie de vous retrouver et d'être de nouveau en contact avec le peuple congolais et le peuple du monde entier. Merci de votre disponibilité. Alors, la nouvelle géopolitique impulsée par Donald Trump, quel impact pourrait-elle avoir sur le Congo-Brazzaville? La convention EDC-Soselec suspendue. Pourquoi les auteurs de cette escroquerie en bande organisée n'ont pas été interpellés, présentés devant la justice? Nous évoquerons également la visite annoncée du tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, à Paris, maintenue ou annulée. Voilà sur quoi va porter cet échange. Nous sommes lundi 3 mars 2025. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité. Modeste Boukadia, nous allons commencer par l'actualité avec bien sûr cette nécrologie, le décès bien sûr annoncé hier 2 mars 2025 du président de la Cour des comptes et de discipline budgétaire Charles-Émile
à Pes, en France. Les Congolais retiendront également de lui qu'il a présidé le procès sur les disparus du beach. Un massacre inouï, vous vous rappelez, 353 jeunes avaient été massacrés alors qu'ils rentraient de leur exil de la RDC. Le procès avait condamné l'État, mais sans les commanditaires. Voilà pourquoi la procédure a été relancée à Paris depuis 2007. Une arrestation qui pourrait bien relancer une affaire vieille de 14 ans. Norbert Dabira, général congolais, a été interpellé ce jeudi en banlieue parisienne par les autorités françaises. Actuellement membre du gouvernement de Brazzaville, ce sexagénaire est mis en examen pour crime contre l'humanité à propos d'une enquête toujours irrésolue, l'affaire des disparus du beach. 1999. 353 jeunes réfugiés congolais partent en bateau de la République démocratique du Congo direction le Congo-Brazza. Un retour dans leur pays après avoir fui la guerre civile. Une fois accostés au beach, le principal port de Brazzaville, on ne les retrouvera jamais. Selon des ONG, des policiers les auraient arrêtés pour les interroger avant de disparaître. D'autres sources parlent d'un massacre commis par les hommes du pouvoir. Des allégations jamais prouvées. 3 ans plus tard, une enquête est ouverte en France au nom du principe de compétence universelle. Principale personne visée, 15 hauts gradés de l'armée de la police congolaise, dont Norbert Dabira, mais aussi le chef d'État Denis Sassou Nguesso. Tous ont été acquittés à Brazzaville. Après des années d'imbroglio juridique, le général Dabira faisait jusqu'ici office de témoin assisté dans l'enquête française. Ce jeudi, l'homme a été arrêté près de sa maison de campagne proche de Paris pour enlèvement, disparition et actes de torture. Ce proche du président Denis Sassou Nguesso se dit totalement innocent. Les familles des 353 disparus du beach réclament toujours que justice se fasse. Ça semble lombiné, on ne comprend pas pourquoi. Vous savez, d'abord, je suis triste pour ce monsieur, bien qu'il n'ait pas instruit correctement ce procès qui a donné la mort à de la fine fleur de la jeunesse congolaise, qui est ceux qui devaient construire le Congo par une certaine politique de mépris, de, de mépris de la vie, de mépris des droits de l'homme. Le pouvoir de Brazzaville avait pris une décision qui ressemble euh, à celle connue dans certains pays occidentaux vis-à-vis d'un certain peuple, à savoir l'Holocauste, puisque ces jeunes gens, je le rappelle, certains avaient été brûlés vifs et d'autres placés dans des conteneurs jetés dans le fleuve Congo. Et Et d'ailleurs, malheureusement, pendant que vous dites à Monsieur Modeste Bokadia, quelqu'un me disait la raison pour laquelle d'ailleurs ils ont construit la corniche à ce niveau-là, c'était pour voilà effacer un peu l'image que ça donnait d'avoir enterré évidemment les jeunes à ce niveau, d'avoir massacré des jeunes à ce niveau. D'autres, comme vous l'avez dit, avaient été, je crois, enfermés dans des conteneurs vivants, jetés dans le fleuve, et d'autres étaient en train d'être massacrés, brûlés, comme vous l'avez dit. On a eu ce témoignage d'ailleurs sur notre plateau ici par Monsieur Michel Nsangou, qui nous a expliqué qu'il lui l'avait vu, il a vu et il a témoigné. Et quelqu'un d'autre me disait, alors c'est exprès qu'ils ont construit cette corniche parce qu'il dit, si c'était un vrai projet de la corniche, pourquoi ne sont-ils pas arrivés jusqu'à Djoué de l'autre côté? Pourquoi ils se sont arrêtés juste quelque part? Donc c'est fait pour juste voilà effacer les traces. Bon, bref, c'est son point de vue. Je l'ai juste rappelé. certainement, moi, ce dont je me rappelle, ce dont les preuves existent, c'est le desk de Radio France Internationale. Lorsqu'on interrogeait le général Boussa-Matoko sur RFI, avait donné des preuves suffisantes pour montrer que il y a eu ces crimes crapuleux, odieux, du mépris de la vie. Et parce que c'était des jeunes qui venaient d'une certaine région du Congo.
et qui était donc en Banzangungu, qui était donc la zone de Banzangungu que j'avais visitée, puisque lorsque je suis allé visiter les jeunes qui avaient été enterrés à la va-vite en Banzangungu, je suis passé dans un média appartenant à Maurice Nguesso, où j'avais interpellé le gouvernement congolais. Et aussi, j'avais interpellé la Croix-Rouge à ce moment-là, disant que la Croix-Rouge n'avait pas pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la vie de ces jeunes gens. Est-ce qu'on peut penser que finalement cela s'est fait avec la complicité de ces institutions, j'allais dire de ces organisations internationales, parce qu'on nous parle aussi du HCR qui était présent. Absolument. Non, je ne sais pas. Ce que je dis, c'est que ce soit le HCR ou la Croix-Rouge, ils avaient participé au rapatriement de ces jeunes-là. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit de protéger ces jeunes gens. Mais ils les ont livrés à leur bourreau. Évidemment, c'est dommage que ce magistrat soit parti et qu'on ne connaisse pas. Parce que quand il part, il y a de fortes chances que les documents qu'il a, les documents d'instruction, vont certainement disparaître. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, euh, les crimes contre l'humanité On a ont pratiqué. toujours un jour un procès. Oui, Comme aujourd'hui, comme oui. j'en profite, euh, vous savez qu'il y a une incompréhension aujourd'hui où tout un pan d'un pays est accusé d'avoir assassiné le président Marien Ngouabi. Or, on sait bien, ça veut dire que tous les Bas-Congo qui étaient à l'étranger ont participé à l'assassinat de Marien Ngouabi. Or, nous savons que c'est faux. Donc, c'est pour ça que une révision de ce procès est indispensable pour pouvoir laver Pour réhabiliter, voilà, la réhabiliter. culpabilité de ce peuple-là. Et que ceux qui sont coupables endossent leur culpabilité. Parce que tous les enfants des Bas-Congo qui seront nés, s'il n'y a pas la révision de ce procès-là, auront toujours le sentiment qu'ils ont effectivement assassiné le président Marion Ngouabi. Et ça aussi dans la tête des ressortissants de nos compatriotes du Nord, ils diront toujours oui, ce sont les Bas-Congo qui ont assassiné Marion Ngouabi. Donc un procès, la révision de ce procès est indispensable, comme il devient nécessaire la convocation d'un procès de l'assassinat du cardinal Émile Meyenda. Parce qu'il n'y a jamais eu de procès. Il faut qu'on sache pourquoi. Tout à fait. Puisque nous parlons évidemment de ce procès des disparus du beach, il y a également Anatole Collinet Makosso qui avait écrit un livre, L'affaire des disparus du beach, mise au point pour l'histoire. Et dans ce livre, il parle même des vrais faux disparus du beach. C'est une dénégation, mais bon, comme vous l'avez dit, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Le moment viendra où chacun pourra répondre devant, évidemment, les tribunaux. Et puisque nous parlons de la jeunesse, on ne va pas passer pieds jaunes. Vous êtes président du CDRC. Est-ce qu'on peut comprendre ce que représente la jeunesse pour le CDRC? Vous savez, le CDRC a une vision du futur qui est basée sur la mise en, en commun des compétences, l'utilisation de l'expertise des jeunes sur la construction du pays. Comme vous le savez certainement, je vous ai fait envoyer une interview que j'avais donnée en 2011 à vos confrères de la radio Brazzaville. Excusez-moi de citer le média. Non, c'est les médias collaborent. Chez nous, il n'y a pas d'adversité. Non, non, Et non. donc, Ils collaborent. j'avais lancé la vision dans laquelle la jeunesse congolaise était partie prenante de la construction du pays. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce que j'avais
énoncés depuis 2011 et aujourd'hui plus que d'actuel. Et ce, d'autant plus que beaucoup de nos jeunes qui ont appris, notamment qui sont à l'étranger, ont eu des compétences indispensables et nécessaires, indispensables pour lancer véritablement le développement du Congo. C'est pour ça que j'ai lancé l'idée de la désimmigration, c'est-à-dire le retour des Noirs dans les pays d'Afrique afin qu'ils deviennent réellement les vrais partenaires de l'Occident. Donc, dans ma vision, au niveau du CDRC, les jeunes qui sont restés dans le pays, c'est une compétence locale qui est indispensable. Et les jeunes qui sont à l'extérieur, qui sont des expertises extérieures, ils vont se collaborer par la méthode des centres de formation, des écoles de formation, pour que ces compétences deviennent complémentaires en vue d'amener le Congo euh, vers la création du marché intérieur. Et ça, évidemment, c'est du domaine de la jeunesse. C'est pour ça que dans les jours à venir, je veux demander à la jeunesse de la diaspora, à la diaspora, qu'on s'unisse pour déterminer ensemble la vision, leur vision, qu'est-ce ils veulent du Congo et ce que moi je leur propose, de telle sorte que nous ne voyons plus tout ce désordre de 50 ans de pouvoir PCT basé sur le tribalisme qui a balayé le Congo, qui a réduit les Congolais pour les ramener à l'âge de la pierre. Et Évidemment, il nous comme faut qui donc dirait l'opposer. Monsieur Modeste Foucadia, comme qui dirait l'homme au centre du développement. Évidemment, j'insiste là-dessus parce que je le sais, vous avez suivi. Hein, c'est vrai que les gens s'intéressent beaucoup plus au spectacle, c'est-à-dire le clash qu'il y a eu entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Mais j'ai noté quelque chose de très important lorsque Donald Trump parle de l'homme. Lorsqu'il dit des millions de personnes sont en train de mourir, on court vers une troisième guerre mondiale, mais il a noté quelque chose de très important. Il dit, je ne voudrais pas que des belles personnes, des gens intelligents de votre pays continuent à mourir. On a senti comment est-ce qu'il considère l'homme et quelle est la place qu'il donne à l'homme dans le développement d'un pays. En fait, il se soucie de savoir que les gens vont continuer à mourir. Il ne faudrait pas que ces personnes meurent parce qu'ils vont servir au développement du pays. Je veux que tous ces jeunes cessent d'être tués. Ils sont tués par milliers toutes les semaines. La semaine dernière, 27 000 personnes ont été tuées. 27 000 jeunes, quasiment tous de jeunes hommes d'Ukraine et de Russie. Ce ne sont pas des jeunes des États-Unis, mais d'un point de vue humain, tout de même, je veux que ça s'arrête. L'argent, c'est une chose, mais ils perdent des centaines de soldats par semaine, des milliers de soldats par semaine. À chaque fois qu'il y a un missile qui tombe sur une ville, des centaines de personnes sont tuées, et je veux que ça s'arrête, oui. Et c'est la question que je veux vous poser. Lorsque vous observez ce qui se passe au Congo, la jeunesse congolaise, que vous inspire la place de la jeunesse dans le système, j'allais dire, de Brazzaville, c'est-à-dire dans le régime de Brazzaville? Vous savez, d'abord, je voudrais noter que ce que le président Trump a dit à M. Zelensky, au président Zelensky, était de bon sens, parce qu'il l'a répété à Denis Sassou Nguesso à Paris lors de la cérémonie de la résurrection de Notre-Dame. Au cas où les gens ne suivent pas, le président Trump, il est encore président élu, il avait dit à Denis Sassou Nguesso, comment se fait-il qu'il y a autant de morts dans votre pays? Est-ce qu'il y a des hommes qui vivent qui vivent là-bas ou des animaux? Et devant témoins, des témoins de la classe politique française, pour ne pas dire du sommet de l'État français,
il lui avait demandé d'avoir, de rencontrer l'opposant et l'opposition dans le calme, sans cri, pour trouver des voies et moyens de gouverner le pays. Ça veut dire que tout en étant président élu, pas encore investi, il avait déjà, pour le Congo-Brazzaville, euh, une préoccupation importante puisqu'il avait demandé à Denis Sassou Nguesso pourquoi autant de gens meurent au Congo-Brazzaville. Vous comprenez? C'est une question très importante. Et j'en profite également pour souligner que pour Denis Sassou Nguesso, qui cherche toujours à rencontrer le président Trump, à sa place, je commencerai à me méfier. Vous savez, au temps pendant le pouvoir du président Clinton, au temps où c'est Madame Albright qui m'avait euh, très bien reçu au département d'État, Denis Sassou Nguesso était nommé aux États-Unis comme étant un chef de guerre. Mais c'est vrai en Et, plus. et dans le premier mandat du président Trump, il n'avait pas voulu le recevoir. Et pour cause, à l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, il avait été hué en le qualifiant de criminel. Donc, quand on voit de la manière dont le président Trump s'est exprimé vis-à-vis du président Zelensky, qui est plus honorable par rapport à Denis Sassou Nguesso, à sa place, j'éviterais de dépenser de l'argent chez les lobbyistes pour aller le rencontrer. Vous savez ce qui est arrivé au président Zelensky, malgré que l'Europe l'entoure de beaux sentiments pour le rassurer, mais dans la tête des gens, quand tu es renvoyé de la Maison Blanche de cette manière, vous n'êtes plus président. Donc c'est pour ça que moi je pense, quand vous prenez des engagements avec les gens, il faut aller jusqu'au bout de ces engagements et non les traiter par-dessus la jambe. Je rappelle que lorsque j'étais en prison, j'étais détenu arbitrairement, torturé. Il y a le général Olusegun Ondai qui est allé aux États-Unis, où il avait été bien reçu. On lui a reproché pourquoi j'étais mis en prison. Et le général Ondai est venu, Olusegun Ondai est venu dire, rapporter les propos à Denis Sassou Nguesso. Pourquoi on m'avait mis en prison alors que je ne demandais qu'un gouvernement d'union nationale pour éviter la descente aux enfers du Congo-Brazzaville et que nous mettions en place un, un gouvernement d'union nationale qui s'occuperait des Congolais. Et Alors, aux Monsieur Modeste États-Unis, Boukadia, je voudrais qu'on revienne sur la question de tout à l'heure, ce que vous avez observé et vous avez, comment vous notez en fait la place de la jeunesse euh, dans le système actuel, c'est-à-dire le régime de Brazzaville incarné par Denis Sassou mais le Nguesso. Je régime de rappelais tout à l'heure Brazzaville d'ailleurs l'appréciation que Donald Trump a pour les humains, parce que là, il a rappelé à tout le monde, et comme vous étiez en train de le dire, et je commence à comprendre finalement qu'il a un ressenti contre tous ceux qui ne respectent pas la vie humaine. C'est ce que j'ai cru comprendre en fait. absolument, puisque au Congo-Brazzaville, le pouvoir actuel utilise la jeunesse pour le soutenir. Mais il n'a aucun projet pour cette jeunesse-là qu'il méprise. La seule jeunesse qui existe, ce sont leurs enfants.
En sorte, leurs enfants et leurs on a petits-enfants chosifié la vont vivre. jeunesse. Parce que dernièrement, on a vu au meeting, en fait, on a besoin de cette jeunesse que lorsqu'on veut faire des meetings, la Non, campagne, on commence à... pour le pouvoir de Brazzaville, ils ont besoin de cette jeunesse pour les armer, pour sauvegarder leur pouvoir. C'est tout. Ils n'ont aucun projet qui permette à cette jeunesse de s'épanouir, de se développer, de, de se libérer des contraintes. Et malheureusement, évidemment, cette jeunesse-là est bâtie sur une certaine politique, bâtie de longue date par M. Ngombe, Jean-Pierre Ngombe, avec la mise en place des pionniers, continuée par M. Isidore Mvouba, par la mise en place de l'UGC. Donc, c'est une jeunesse bâillonnée qui ne peuvent pas s'exprimer. Vous vous rendez compte, dans l'état dans lequel le Congo se trouve, quelle est l'activité pour cette jeunesse que le gouvernement a mis en place? De la bière frelatée à prix cassé. Alors, de la danse. Voilà ce qu'ils ont mis. Jamais ils n'ont ouvert des universités, des écoles de théâtre, tout ce qui est nécessaire à un jeune, de mettre à la disposition du pays de son potentiel. Et n'oublions pas que, prenez Elon Musk, son équipe qui doit réduire, qui doit gérer la bonne gouvernance. C'est des jeunes gens qui n'ont même pas 30 ans. Hein? Et chez nous, des gens qui ont 50 ans qui se considèrent encore jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont? Rien. Mais par contre, on leur donne de l'argent pour organiser des fêtes. On leur donne de l'argent pour s'habiller. Jamais on ne leur donne de l'argent pour créer des entreprises. En Et fait, c'est vous ça. êtes en train de dire que le pouvoir de Brazzaville a développé une politique de destruction de la jeunesse parce que finalement, il a existé au Congo la loi Portela. C'était pour protéger un peu les jeunes contre tout ce qui est déviance, mais apparemment ça ne s'applique même pas. Et vous avez parlé des salles de spectacle, par exemple, où les enfants pouvaient aller faire du théâtre, culture et autres. Tout ça, ça n'existe plus au Ça n'existe Congo-Brazzaville. Pas pas. de bibliothèque, l'école, on connaît la situation de l'école au Congo-Brazzaville actuellement, pas d'emploi. Et donc, voilà dans quelle configuration on a mis la jeunesse pour... En fait, on a esclavagisé la jeunesse pour l'utiliser à d'autres fins, voilà, comme on les voit là. On peut un matin leur tendre les petits billets de 500 francs CFA pour venir chanter la gloire d'un criminel. Bref, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quel message Mais, peut-on envoyer à cette mais, jeunesse? écoutez, Monsieur Perrin, quand un pays comme le Congo-Brazzaville, qui a été le premier pays à un fort taux d'alphabétisation, c'est-à-dire où on a donné la possibilité à la jeunesse, aux enfants, d'aller à l'école. Quand on a soi-disant un premier ministre, quand il était ministre de l'Éducation nationale, qui détourne les fonds alloués par la Banque mondiale pour réhabiliter des écoles que le PCT a détruites, Vous parlez de... de Anatole Koliné-Makosso. Donc vous comprenez que ces gens-là puissent avoir une vision pour la jeunesse. Quand vous prenez un tel pouvoir, le pouvoir de Brazzaville, qui considère que les jeunes filles qui ont 18 ans, c'est des vieilles femmes, vous pensez qu'un tel pouvoir a de la considération de la vie, a de la considération des jeunes? C'est pour ça que quand vous voyez le président Trump, de la manière dont il considère la vie de l'enfant, la vie humaine, et qu'il dit très bien que lui, il ne veut pas de troisième guerre mondiale. Il veut la paix partout dans le monde. Parce qu'il considère qu'il n'y a rien au-dessus de la vie. Et c'est pour ça qu'il avait eu cette sagesse de dire à Denis Sassou Nguesso, retrouvez-vous avec votre opposition. Ça, ce sont ses mots, hein, dans le calme et sans cri, pour trouver les voies et moyens
pour gouverner votre pays. Donc, quand vous voyez une telle personne qui donne de tels conseils, on voit comment il a le respect de la vie. Et je pense que aujourd'hui, c'est dans cette voie que nous devons nous diriger. C'est dans cette voie que nous devons nous diriger. Parce que de la manière dont cela s'est passé avec le président Zelensky, je ne crains, je ne crains que nous soyons devant une situation qui serait difficile. C'est pour ça que pour la jeunesse, et je réinsiste que euh, j'ai proposé à la France une politique de désimmigration, que l'ensemble de la jeunesse noire, parce que c'est celle-là qui doit devenir les, les vrais partenaires, ces noirs-là qui ont vécu en Occident, connaissent le fonctionnement de l'Occident. Donc ce sont ces noirs-là qui vont devenir les véritables partenaires de l'Occident en Afrique. C'est pour ça que je demande, si ces noirs sont nombreux en Afrique, en Occident, en Europe, c'est parce que les dirigeants africains les empêchent de rentrer. Et que je crois, s'il y a une politique, c'est ce que j'ai toujours appelé une nouvelle politique française, c'est de trouver des voies et moyens que ceux qui empêchent, c'est-à-dire les dictateurs, dont M. Sassou, qui empêchent les gens de rentrer, que la France les prenne, qu'ils les mette en France, et qu'on laisse les Congolais qui veulent être dans leur pays rentrer au Congo. Je pense que ça va permettre à la France, aujourd'hui qui est en train de perdre du terrain en Afrique, d'avoir une nouvelle visibilité. Hein. Parce que les gens disent bien, ici par exemple en France, on ne fait pas de noirs. Mais moi je suis d'accord. Mais pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous restons en France? Pourquoi nous restons en Europe? Mais parce qu'il y a des dictateurs en Afrique qui ne nous ont... Regardez quand je suis rentré au Congo. J'ai demandé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. On m'a jeté en prison. Sans l'aide du président Donald Trump, moi je serais encore en prison. Et peut-être déjà mort, pourquoi pas, avec le traitement que vous avez subi au Congo-Brazzaville, un traitement inhumain, tout le monde le sait, c'était des tortures. Alors, Modeste Poukadia, venons-en à l'affaire, parce qu'on va revenir tout à l'heure sur la visite, bien sûr, de Denis Sassou Nguesso à Paris, mais parlons d'abord de la convention d'affermage E2C, c'est Soselec, une véritable escroquerie, je l'ai dit, entre deux jeux, organisée par Anatole Kouliné-Makosso et Jean-Jacques Bouya. On comprenait d'ailleurs. Dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi le député Jean-Claude Ibovi. Monsieur le Président, où allons-nous? Mais lui qui a signé, il était directeur général de la SNE, pourquoi à cette époque-là, il n'a pas vendu la SNE? Le ministre va répondre à tout ça. Mais non, mais Monsieur le Président, arrêtons. La société est grave. Sauf qu'ils ont des agents cachés. Après cette question d'actualité, nous aurons des questions orales. Mais non, mais allons carrément aux questions orales pour que chacun intervienne à cette motion par rapport aux éléments qu'il dispose. Parce que nous avons écouté les syndicalistes, nous avons écouté le gouvernement, et je suis très heureux d'avoir vu la démarche que le Premier ministre a entreprise en écoutant hier les syndicalistes. Bon, j'ai avec l'opinion, Monsieur le Président. Honorable Ibovi, je reçois les syndicalistes dans 2 jours. Ah oui, ça c'est aussi, vous savez le faire, vous savez le faire. Merci de l'avance. Bien. Donc nous sommes l'émanation, on ne peut pas venir réduire cette affaire-là à une question d'actualité parce qu'elle est grave. On a compris, honorable. Le monsieur qui a acheté, il a pris 40 milliards à la baisse ici, au Congo même, il n'a rien apporté. C'est connu. Donc ce monsieur a obtenu un crédit de 40 milliards de francs CFA au Congo-Brazzaville et c'est à lui qu'on a voulu céder la distribution et la commercialisation du courant électrique au Congo-Brazzaville.
Alors que lorsqu'on a suivi Anatole Kouliné-Makosso, il s'est plié en quatre en train d'expliquer l'inexplicable parce qu'il voulait faire comprendre aux Congolais que ils avaient fait l'appel d'offres et que celui qui a remporté a respecté les. Mais là, on commence à prendre des choses mais scandaleuses. Et ce matin, évidemment, on vient de lire un communiqué du collège syndical, bien sûr, de E2C, qui annonce, par voie de communiqué, comme je l'ai dit, la suspension de la convention de cession des centrales hydroélectriques et de la convention d'affermage E2C Soselec. Comme quoi, les gens savent désormais et ont compris tout ce qui s'est passé derrière, l'arnaque en bande organisée. Mais ma question à moi, pourquoi est-ce que les auteurs de cette escroquerie en bande organisée n'ont pas été interpellés et présentés devant la justice? C'est un scandale. D'abord, Spoliation du patrimoine de l'État. d'abord, je voudrais féliciter les dirigeants, les responsables syndicaux qui, par leur détermination, en menaçant de rompre toute alimentation électrique sur tout le territoire du pays, a fini par faire reculer plus ou moins. Ce n'est pas encore acquis. Ce n'est pas encore acquis. Oui, c'est une Donc, suspension parce qu'on ne sait jamais, on peut encore oui, corrompre parce que c'est une les gens suspension, parce pour. que il suffit seulement que les syndicats dorment, ferment un œil, et puis ils reviennent sur la décision. Donc, moi, je pense que Ou euh, peut-être, la- pardon, Modeste Bougadia, vous nous l'avez dit sur ce même plateau, que ces syndicalistes-là, souvent, sont menacés. Parfois, on leur envoie chez eux des hommes armés, cagoulés pour les intimider. On peut procéder par la même manière pour les faire reculer, on ne sait jamais. oui, mais je pense qu'aujourd'hui, les syndicats ont pris de la graine. On les menaçait en disant que si vous en parlez, on tue vos femmes, vos enfants, vos amis devant vous, et puis vous-même, on vous tue. Et le lendemain, on envoyait quelqu'un avec une enveloppe en Un disant, petit bon, sac de ben, riz. bon, voilà, calmez-vous, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je pense que ça ne se passe plus de la sorte. Mais, vous savez, cette histoire de l'arnaque de la SNE, c'est une arnaque préparée par Jean-Jacques Bouya et Anatole Koliné-Makosso pour pouvoir transférer de l'argent au Sénégal. Vous savez que ils ont eu l'habitude de garder leur argent, de virer leur argent dans certaines capitales occidentales. Et selon nos informations, cet argent va être saisi. La totalité de l'argent qu'ils ont gardé dans les capitales occidentales va être saisie. Alors, ils ont commencé à chercher les voies et moyens pour avoir quelques billets, et notamment, ils ont pris la SNE, une manière déjà de mettre de l'argent de côté au Sénégal. Donc, C'est-à-dire, le mécanisme, comment il fonctionne? Je voulais comprendre un peu. mais vous savez ce que c'est que l'affermage. L'affermage, vous, par exemple, M. Perrin, vous avez un petit peu de monnaie que vous voulez quand même fructifier. Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez une voiture pour en faire un taxi. Mais vous connaissez la nature de votre petit frère ou de votre neveu. Si vous lui confiez cette voiture taxi, bon, bien entendu, il va le faire fonctionner, mais il n'est pas sûr que vous allez vous retrouver. Mais vous aurez les factures à payer. Et donc, c'est la même chose qu'ils ont voulu faire avec les SNE. Mais malheureusement, ils ont choisi quelqu'un, euh, ceux qui ont détruit le pays, on leur a donné de nouveau de gérer cette société-là. C'est là où ça n'a pas marché. Ça montre bien la politique de spoliation de l'État PCT. Et donc, c'est pour ça que cette histoire de l'affermage la SNE par, la, la- que ce soit la SNE ou
E2C. E2C, ben, c'est pareil. Voilà. Déjà, En fait. ils avaient commencé parce qu'on ne sait pas qui est le patron de E2C. E2C, On ne connaît voilà. pas. En fait, c'est la On ne SNE. connaît pas. Voilà. La Hein? vérité. Donc, c'est une mafia dans cette affaire-là. Vous voyez, je suis content que peut-être que cette société, cette filiale de la Sénélec, peut-être qu'elle travaille bien. Mais quand j'avais proposé en 2011 que j'achète le barrage du Joué et que je réhabilite la centrale hydroélectrique Le Mokokolo? non, 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 en face de Socodi, vers le Joué. Jean-Jacques Bouya, le même, qui veut aller garder l'argent au Sénégal, m'avait dit qu'il y avait la Banque africaine de développement qui devait financer la réhabilitation de ce barrage hydroélectrique. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Alors que moi, j'avais des partenaires. J'avais consulté la société Bouygues. J'avais consulté une société du Sud-Ouest qui devait faire ce travail-là. D'ailleurs, c'est cette même société du Sud-Ouest qui m'avait dit que le barrage de Mokokolo vibre. Et pourquoi ça vibre? Parce que les turbines ne sont pas alignées. Et ce qui fait que les populations environnantes sentent ces vibrations. Ils sentent des vibrations parce que les turbines ne sont pas alignées. Il faut les aligner. Malheureusement, c'est ce que les techniciens de Bouygues m'avaient expliqué. Parce que les instructions sont en chinois et que ceux qui entretiennent ce barrage ne savent pas lire le chinois. C'est pour ça que moi j'ai toujours proposé de rester avec Bouygues pour la réhabilitation du système hydroélectrique. Et pourquoi ils me l'ont refusé? Pourquoi? Et vous l'en refusez, pardon, je voulais ouvrir une petite parenthèse à ce niveau, Modeste Boukadia, parce que quand vous dites qu'on vous a refusé, c'est-à-dire la concession ou ben voilà, de réhabiliter ce barrage, nous avons suivi Anatole Koliné-Makosso, c'était au Parlement, il était en train d'expliquer évidemment sur cette affaire, bien sûr, l'affermage E2C. J'ai cru entendre d'Anatole Koliné-Makosso, c'est qu'ils ont lancé un appel d'offres. Des étrangers ont souscrit, ils étaient 6, c'est ce qu'il disait. Et plus loin, il dit même s'il y avait des Congolais qui avaient souscrit, ça ne leur gênerait pas. Mais il n'y a pas eu des Congolais qui ont souscrit. On lance l'appel à manifestation d'intérêt. La loi dit personne morale, publique ou privée. On aurait bien aimé voir aussi Eucarès et dire moi aussi je fais acte de candidature. Moi je suis société de patrimoine, c'est mon patrimoine, j'ai mes compétences, j'ai mes qualités. Cette fois-ci, l'État ne me subventionnez plus, payez seulement vos factures. Moi-même, je serai à mesure de gérer le service, le secteur de l'électricité. Il n'y aurait pas de problème. Il aurait fait sa concurrence comme les autres. On n'a pas eu ça. Les collectivités locales auraient pu dire, nous, on peut nous-mêmes. Après tout, nous pouvons nous aussi gérer, y compris même en régie intéressée, le secteur. On n'a pas eu. On a eu 6 entreprises chinoises, israéliennes, libanaises, qui d'autres, sénégalaises, émiratis, et puis turcs. Turcs, non. Non, pas turcs. Comment? Albanaise. Et la société Sénélec est adjudicataire. Gagne l'appel d'offres. Les conditions veulent qu'ils créent une société de droit local. C'est ce qu'ils ont fait. Les conditions sont définies. Personne ne connaît les autres sociétés qui ont concouru. Comme c'est la société sénégalaise, ou bien Sénélec, c'est le Sénégal, c'est l'agitation. Personne ne sait que la centrale de Géno, c'est à des Turcs qu'on avait donné. J'ai entendu parler de la Zélécaf, je ne sais pas si c'est dans ces conditions que nous irons. Mais ce qui comptait pour nous, c'est de conduire le processus jusqu'à ce stade.
Si le peuple dit non, bon, on prendra date. Il n'y a aucun problème. En fait, il voulait dire qu'ils ont cédé l'entreprise aux étrangers parce qu'il n'y a pas eu des Congolais capables de souscrire à cet appel d'offres. Je, je, D'accord? je, Mais là, vous je, êtes en train de nous dire que vous vous êtes rapproché de Jean-Jacques je Bouya. dis de manière claire qu'en Bien que ce soit pour un 2011, autre projet, bien sûr. Moi, c'est un peu cette relation-là, les de, de, Congolais, ma- soi-disant, qui sont absents dans le... de manière claire, en 2011, j'ai demandé que je gère le barrage de Douai et la centrale hydroélectrique parce que j'avais les financements. Jean-Jacques Bouya, responsable des grands travaux, m'avait rétorqué qu'il y avait les financements de la Banque africaine de développement pour réhabiliter le barrage de Douai et la centrale hydroélectrique. Voilà ce que je dis en 2011, M. Perrin. Donc, ce que raconte Donc, M. ça veut Collinet, dire 14 ans après, rien n'est fait. Voilà. ce, Ils ont que- ce, préféré ce- abandonner ça comme ça. ce que raconte M. Colline Makosso, mais qu'ils disent que lui et son collègue Bouya, ils ont organisé l'arnaque. Mais par contre, moi, ce dont je m'interroge aujourd'hui, pourquoi Jean-Jacques Bouya et Anatole Collinet Makosso ne sont pas entendus? Et pourquoi, quand un homme tel que le général Norbert Dabira se penche sur l'avenir d'Emboshi par rapport à à la politique tribale qui est menée, on le jette en prison sous prétexte qu'il allait faire un coup d'État. C'est exactement la même chose que moi. Quand je propose un gouvernement d'union nationale, on me dit atteinte à la sûreté de l'État. Quand vous avez des compatriotes qui pensent que le pays a besoin de ceci, on invente des atteintes à la sûreté de l'État. Mais quand vous voyez des gens tels que Jean-Jacques Bouya et Anatole Collinet Makosso qui privent le Congo d'un instrument de souveraineté, c'est-à-dire la Société nationale d'électricité, qui est un élément de souveraineté, pour aller le bazarder à un pays qui n'a même pas la maîtrise de ces instruments-là, puisque au Sénégal, il y a aussi des problèmes d'électricité. S'ils étaient aussi performants, pourquoi il y a ces problèmes-là? Donc, c'est pour ça que je dis que ce pays, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que je propose que pour le peuple congolais, nous devons trouver une issue apaisée. Cette issue dont ils sont en train d'inventer, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au cas où vous ne le savez pas, M. Perrin, que beaucoup de responsables sont en train de déplacer leur argent qu'ils ont mis dans leur maison pour les déplacer vers des maisons qui se trouvent vers la main bleue. Pourquoi ils ne mettent pas cet argent dans les banques? Hein? Pourquoi ils le déplacent? Vers la main bleue, vous parlez des logements sociaux au niveau de, je sais pas moi, de Mpissa Non, c'est ou... des maisons privées, monsieur Perrin. C'est des maisons privées, des Ah bon. responsables politiques. À l'issue de ce que l'ambassadeur français a dit au président de l'Assemblée nationale de PCT, que la France ne serait plus le rempart de leurs exactions sur les populations, à ce moment-là, ils ont commencé à déplacer l'argent qui sont dans leur maison, dans le centre-ville, dans la ville centrale, pour les déplacer vers leurs maisons privées qui se trouvent vers la main bleue. Mais pourquoi ils ne mettent pas cet argent dans les banques? Ça veut dire que c'est bien beau de dire d'arrêter l'arnaque euh, de E carré 2. Mais pourquoi ils déplacent l'argent, eux? Hein?
Oui, mais Qui c'est la l'ont question fait qu'on se mentir? posait tout à l'heure. Là, l'escroquerie est avérée, tout le monde le sait désormais, qu'il y a eu là, mais vraiment une escroquerie en bande organisée et personne n'est interpellé. C'est ce qui commence à gêner parce que dans ce pays, évidemment, lorsqu'il s'agit d'arrêter les opposants, lorsque c'est la politique, on traque tout, les procédures sont tellement rapides. Mais bon, quand même à le dire d'ailleurs, Clément Mirassa, que finalement au Congo, on a choisi de protéger des criminels économiques. Quand vous volez, vous escroquez, vous arnaquez, ben voilà, ça peut passer, vous détournez l'argent, vous pouvez continuer à circuler tranquillement sans problème. Alors, on Si va vous le donc, si vous le oui, je vous permettez, en Monsieur prie, Perrin, Modeste Boukadia. oui. Je voudrais demander à Monsieur Isidore Mvouba, qui a eu le courage de faire arrêter cette arnaque-là. Je lui demande de faire arrêter aussi ceux qui transfèrent l'argent des maisons qui sont dans le centre-ville vers, leur maison de la même bleue. Il rendrait service au pays. En sorte, vous êtes en train de nous dire, Monsieur Modeste Bougadia, que c'est un régime des prédateurs, des gens qui sont venus, voilà, s'emparer des richesses du Congo, l'économie du Congo, de l'argent du Congo. Ils disaient, ils ont peur de traverser encore le désert, comme ils aiment à le dire, et que voilà pourquoi ils se bourrent En, les en- poches. en ré- Et franchement, c'est en réalité, incroyable, c'est minable. en réalité, leur sécurité se trouve dans l'Union nationale. Quand nous allons mettre en place l'Union nationale, elle va garantir la sécurité à tout le monde. La sécurité des personnes, des biens et des richesses. Oui, mais les voleurs et les criminels, on fait quoi? Ils passent devant le tribunal, oui ou non? La question n'est pas là, M. Perrin. La question est de savoir quelle vision politique l'on propose. La justice, c'est l'affaire de la justice. La politique, c'est l'affaire des politiques. Quand Oui. on fait de la politique, on a une vision pour le pays. Et je propose cette vision pour le pays. Ce que je dois dire que le Congo tel qu'il est actuellement, personne, aucune personne n'est capable de dire à moi tout seul, je vais résoudre ce problème-là. Il faut l'ensemble de tous les composants. C'est-à-dire que ce soit les syndicats, que ce soit les organisations des élèves, des étudiants, que ce soit les personnalités politiques, les partis politiques, tout ce monde-là doit se retrouver pour qu'ensemble, pendant une période, nous nous disions, on va redresser le pays. Lorsque nous mettrons Oui, en mais place, évidemment, Modeste Boukadia, il faut craindre que les politiques puissent encore duper la population, comme ça s'est toujours passé au Congo, parce que généralement, c'est quoi? C'est des politiques qui se retrouvent, après c'est une transition, ils se partagent des postes, et puis bon, c'est fini, on retombe encore dans les mêmes, voilà, les mêmes travers, et ça continue. Il y en a eu au Congo, dialogue, je oui, sais pas oui, moi, oui, concertation. Généralement, c'est quoi? Au sortir de là, on se partage des postes, voilà. Et puis la oui, population continue à croupir dans la misère. C'est ce que les Congolais ne veulent plus, en fait. Ils oui, veulent d'une solution radicale où on change tout le système et le Congo redémarre sur des nouvelles bases. Voilà ce que oui, les Congolais veulent maintenant. oui, monsieur Perrin. Mais les- Ça, c'est l'idéal pour les enfants du bon Dieu. Hein? Ça, c'est l'idéal pour les enfants du bon Dieu. Mais la vie réelle, il faut comprendre quand même que euh, nous avons changé de paradigme. Il suffit seulement de voir ce que les États-Unis sont en train de faire. Les États-Unis ont montré une nouvelle trajectoire des rapports. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de renforcer ou de mettre en place un axe solide, l'axe Brazzaville-Kinshasa, qui va être le garant avec, euh, euh, avec Luanda, le garant de la stabilité de la sous-région.
Ce dont les Occidentaux ont besoin se trouve dans cet axe-là. Ça veut dire que chez tous les Congolais de Brazzaville, dans leurs veines, dans leurs artères, donc dans leur sang, il coule les richesses dont les États-Unis, dont l'Union européenne, dont la France, dont la Chine, dont la Russie, l'Arabie saoudite, Israël, le Japon, la Corée du Sud ont besoin. Ça veut dire que les Congolais sont suffisamment riches pour que toute cette peur que nous avons l'un de l'autre puisse disparaître. L'essentiel, c'est d'avoir un garant qui permette à ce que vous disiez tout à l'heure ne se reproduise plus. Parce que hier, tout le monde fonctionnait de cette manière-là. Mais depuis l'avènement, depuis l'arrivée du président Donald Trump, chacun est en train de revoir les stratégies. C'est pour ça que Oui, je dis toujours à la France, adoptons une nouvelle politique française qui intègre la volonté des peuples africains, la volonté du peuple congolais. Il n'est pas dit que nous ne voulons plus de la France, mais nous voulons d'une autre France. Comme aujourd'hui, il y a eu d'autres États-Unis d'Amérique. Des États-Unis d'Amérique qui pensent d'abord aux États-Unis d'Amérique, mais tout en étant ouverts. et qui Donc, pense ce que nous aussi, voulons, voilà, qui pense aussi à la paix du monde. Tout à fait, vous avez raison. Pour une France, évidemment, où les relations peuvent être des relations équitables, pourquoi pas, gagnant-gagnant, dans un partenariat de gagnant-gagnant, tout le monde voudrait bien. Vous avez peut-être raison à ce niveau-là, mais lorsque vous parlez du dialogue, Monsieur Modeste Bokadia, j'ai bien envie de vous dire que tout ce qui est dialogue, concertation, c'est aussi un problème de rapport de force. Parce que tant qu'il n'y a pas un rapport de force, Sassou Nguesso n'a même pas besoin de s'asseoir avec qui que ce soit. La preuve, c'est que là, pendant que tout le monde crie dialogue, lui, il a démarré sa campagne électorale de 2026. C'est clair et net. Comme pour dire à tout le monde, écoutez, moi j'ai un autre agenda, voilà. Le chat aboie, la caravane passe. Et c'est avec ce monsieur qu'il faut s'asseoir, monsieur Modeste Boukadier. vous savez, quand les gens sont en guerre, ils sont obligés de s'asseoir. Moi, je ne crois pas Certainement. à ces élections-là. Au plus profond de moi-même, je n'y crois pas. Quand Isidore Mvouba dit que Sassou est leur candidat, il envoie Sassou à la mort. Quand Isidore Mvouba dit Sassou est notre candidat en 2026, Isidore Mvouba est en train de sacrifier euh, Denis Sassou Nguesso. Moi, j'ai toujours Oui, dit mais que il le dit en pleine assemblée, personne ne conteste. Ça veut dire qu'il sait, quand il prononce, il sait qu'ils ont probablement des garanties à travers le pays où personne ne il a bouge les pas. garanties. Bon, je sais que Denis Sassou Nguesso est soutenu par des services de renseignement et de sécurité, ça je le sais. Mais qu'est-ce que vous dites que même si Denis Sassou Nguesso a voulu, et c'est l'objet de son voyage qui a été raté, qui a été annulé, Parlons-en, oui. il voulait que le matériel militaire des pays où la France a rompu les accords, que ce soit du côté de l'Afrique de l'Ouest ou du côté de Tchad, que ce matériel militaire soit transféré Transféré à Brazzaville, c'est à ça. Brazzaville. J'ai dit non, on a besoin d'autres rapports. Le Congo a eu un moment historique lorsque Brazzaville était la capitale de la France libre. Aujourd'hui, la France n'a pas besoin d'installer une base militaire française au Congo-Brazzaville. Parce que nous connaissons la nature foncièrement destructive des vies de Denis Sassou Nguesso. Et il ne faut pas que l'installation de cette base à Brazzaville soit vue par les Congolais comme étant
euh, un soutien implicite à Denis Sassou Nguesso. En fait, vous êtes en train de nous dire, Monsieur Modeste Boukadia, qu'il y a un projet comme ça d'installation d'une base militaire au Congo-Brazzaville, une base française, monsieur. Je dis non. Nous devons voir d'autres rapports avec la France. Pas des rapports où la France installe une base militaire au Congo-Brazzaville. Nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Et je pense que les services qui soutiennent et qui protègent Denis Sassou Nguesso doivent comprendre que la jeunesse congolaise aujourd'hui a besoin d'autre chose. La jeunesse africaine a besoin d'autre chose. Et que ces services de renseignement et de sécurité qui soutiennent et qui protègent Denis Sassou Nguesso doivent s'intégrer dans le nouveau paradigme qu'il y a aujourd'hui. En disant cela, je ne dis pas que je suis contre la France. Je suis en train d'ouvrir les yeux à la France. Oui, mais lorsque vous le Parce- dites, j'ai l'impression que le peuple congolais est pris en étau parce que d'un côté, on a les Rwandais qui sont en train d'arriver sous le label des agriculteurs. De l'autre côté, bon, ce que vous êtes en train de dire, un projet comme ça, d'installation d'une base militaire française au Congo, on ne comprend plus ce qui se passe. C'est quoi cette affaire-là? Toujours pour les intérêts, comme on a toujours tendance à le dire, des intérêts non, mais français. vous savez, Denis Sassou Nguesso aime bien dire que je suis soutenu par la France, ce qui n'est pas le cas. Il n'est pas soutenu par la France. Il est soutenu par certains Français. Certains Français, c'est pas la France. C'est ça la C'est-à-dire confusion qu'il y la a. France-Afrique. Hein. C'est ça la confusion qu'il y a. Et moi, je pense que le travail aujourd'hui qui doit se faire, c'est au niveau de que tous les syndicats, au même moment, se mettent en grève. Parce que ce que, pas plus tard qu'il y a 4 jours, ce qu'on m'a dit au Quai d'Orsay, Monsieur Boukadia, les Congolais sont heureux, ils ne sont pas en grève. Qu'est-ce que vous venez nous chanter? Qu'ils souffrent. Ça, on me l'a dit au ministère au ministère français des Affaires étrangères. On m'a dit que les Congolais sont heureux parce qu'ils ne sont pas en grève. Si véritablement ils souffraient, ils seraient en guerre. Ils seraient en grève. Vous comprenez ça? Oui, mais les mêmes ont toujours dit également que Denis Sassou Nguesso est un dictateur éclairé. Donc on comprend bien que quelque part, il y a de l'hypocrisie. Ils connaissent bien la souffrance du peuple congolais, mais font comme si rien n'existait parce que leur intérêt, c'est de continuer, bon voilà, à avoir un monsieur comme le tyran de Brazzaville qui garantisse l'accès aux ressources, euh, j'allais dire, naturelles Je ne congolaises. partage pas tout à fait ce point de vue parce que si c'était le cas, euh, la situation des finances de tous ceux qui ont mis leur argent en France ne serait pas en danger. Vous comprenez? Oui, mais lorsque vous dites qu'ils savent que les Congolais sont heureux, il n'y a pas de grève, ils ont une ambassade au Congo-Brazzaville Oui, qui mais, voit tout ce qui se passe, oui, mais qui ce fait des n'est rapports. non, À moins non, que non, monsieur vous, Père. à moins que vous me disiez que moi j'ai compris peut-être à l'envers, pourquoi pas. Monsieur Perrin, sur votre chaîne, j'ai déjà donné des exemples. Euh, Quand j'étais reçu au département à l'Union européenne, au département de l'Afrique centrale et des Grands Lacs, j'étais avec des Congolais et des Congolaises. On m'a donné 2 exemples. En RDC, à Kinshasa, quand le pouvoir, les services du pouvoir tuent des citoyens, les populations sont dehors. Quand au Togo, les systèmes de sécurité du Togo tuent des Togolais, les Togolais sont dehors. Quand au Congo, les services de sécurité tuent des Congolais, les Congolais se cachent dans les maisons, on leur donne des enveloppes et ils se taisent. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand les Congolais disent que nous ne sommes pas payés, ça nous fait 40 ans, 40 mois
ou 12 mois, nous n'avons pas de Parfois salaire. 10 ans. 10 ans, on n'est pas payé, oui, ça On c'est n'est vrai. pas payé. Mais les gens ne sont pas dehors. Ça veut dire qu'ils sont heureux quand même. Vous n'allez pas dire que, puisque on ne vous paye pas, vous allez quand même travailler parce que vous avez peur de mourir. Mais vous avez peur de mourir, mais vous hypothéquez la vie de vos enfants et de vos petits-enfants. Hein? C'est ça ce qu'ils sont en train de dire. Que si véritablement ils n'étaient pas contents de la gestion de M. Sassou, pourquoi ils ne sont pas dehors? Quand tu n'es pas dehors et que ça fait 10 ans que tu n'es pas payé, ça fait 10 ans que tu n'as pas de retraite, alors de quoi tu vis? Vous n'êtes pas payé, vous allez travailler. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être le message, c'est celui que vous avez envoyé tout à l'heure en disant que tous les syndicats devraient coaliser évidemment leurs forces pour finalement déclencher, pourquoi pas, une grève nationale. Et là, on a vu comment est-ce que le collège, je crois c'est ça, oui, le collège syndical de E, de C a mobilisé les travailleurs de cette société et comment ils ont fait plier le gouvernement. Ça veut dire C'est que c'est- si, c'est pour, c'est- si c'est- c'est pour ça que je vous dis, Monsieur Perrin, il suffit seulement que tous ces syndicats-là s'entendent. En 3 jours, le pouvoir de Denis Sassou Nguesso tombe. Et je vous garantis que la France n'enverra pas de militaires. c'est vous qui l'avez dit. Alors, Modeste Boukadia, nous allons terminer par cette dernière question. Ben, en fait, on va survoler. Hein, c'est tout le monde a suivi le clash qu'il y a eu dans le bureau ovale à Washington, à la Maison Blanche entre Donald Trump et Zelensky. Bon, je disais d'entrée de jeu au-delà du spectacle. Ben, c'est des choses souvent qui arrivent, mais souvent au milieu fermé. Ben là, on était voilà en mondo vision, comme qui dirait. Tout le monde était en train de suivre ce qui s'est passé. Et ce qu'ils se sont dit, vous avez suivi, tous ceux qui nous suivent aussi, probablement qu'ils ont déjà suivi la vidéo, pas besoin de proposer une vidéo d'insert. Mais alors, quelle analyse faites-vous finalement à l'issue de cette réunion? Le monde venait cette fois-ci de basculer officiellement, parce que depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il a été investi le 20 janvier dernier, tout le monde commençait à dire ben les choses vont changer, il y aura un basculement. Bon voilà, il avait déjà tout annoncé, mais ce qui s'est passé avec Zelensky, apparemment, tout le monde vient de comprendre que la géopolitique a changé. Le monde a basculé et nous sommes là dans, je ne sais pas comment appeler ça. Quel commentaire cela vous inspire? D'abord, le président Trump veut de la transparence. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une règle de conduite. Quand vous êtes l'invité, vous vous pliez aux exigences de l'invité, de l'hôte. S'il y a des mésententes, vous le faites à l'extérieur, dans un Naturellement, oui, salon. oui. Dans un salon, vous dites, ah non, il y a ça, plus ça qui ne marche pas. Donc, mais ça, c'est la règle établie aux États-Unis d'Amérique. Celui qui vous reçoit, c'est le patron. C'est comme ça, c'est établi, c'est établi. Tout à fait, oui. Et je pense qu'il y a eu une erreur d'appréciation du président Zelensky. Je pense que le président Zelensky pensait qu'il se trouvait en face du président Joe Biden, qui lui disait tout, qui lui disait Amen à tout. Mais là, il ne s'est pas rendu compte, non seulement que le pouvoir aux États-Unis d'Amérique avait changé, et qu'il n'y avait plus euh, un diplomate au pouvoir, mais qu'il y avait un commerçant, un homme d'affaires au pouvoir. Vous savez, l'homme d'affaires n'est pas là pour fignoler les choses. Hein. Il vous dit, nous devons faire affaire. Voilà pour faire affaire, j'ai besoin de ceci, tu as besoin de cela, voilà comment on va fonctionner. Et je pense que vous avez bien suivi, le président Trump, c'est d'abord freiné. C'est d'abord freiné.
Non seulement, parce que je ne sais pas si tout le monde a suivi, l'équipe du président, le président Trump avait dit à son équipe de dire à l'équipe du président Zelensky qu'on devait parler de paix et quand on parle de paix, on ne vient pas en tenue de guerre. Donc, l'équipe du président Trump avait sensibilisé l'équipe du président Zelensky qu'il devait être En en tenue veste, civile. en Oui. tenue civile, pour pouvoir parler de paix. C'est pour ça que si vous avez suivi, il a chahuté un petit peu auparavant. Ah, c'est votre tenue de ville. Oui, juste Et à l'entrée, là, Zelensky, quand il le reçoit, là. Oui. oui, oui, et finalement, l'autre lui a répondu, je suis toujours en guerre. Alors vous voyez que, et puis en plus, quand vous voulez parler de paix, vous n'allez pas constamment accuser euh, la personne avec L'adversaire laquelle ou vous allez l'ennemi, faire oui, le feu voilà, oui. que c'est un criminel, c'est un criminel, c'est un criminel. Ça ne va pas. Hein? Donc, c'est pour ça que moi j'ai toujours demandé à Denis Sassou Nguesso qu'on doit s'asseoir en homme civilisé. Vous comprenez? Parce qu'il s'agit de la nation. Et là, malheureusement, le président Zelensky a pensé que le président Trump avait la même manière d'être comme le président Biden. Alors c'est là où il s'est planté. Et comme il n'a pas convenu de respecter les us et coutumes établis à la Maison-Blanche, et je sais pourquoi, parce que moi j'y ai été reçu, et il faut se plier, c'est comme ça. Oui, évidemment, il y a C'est pour ça certains qu'il y a eu experts, ce hein, clash. certains analystes qui ont dit, en fait, le problème avec Zelensky, c'est qu'il savait qu'il partait là-bas pour signer un accord, puisque tout était déjà établi. 2 semaines, il le savait, il partait pour signer. Et malheureusement, quand il arrive, apparemment, il a voulu poser d'autres conditions, notamment, voilà, les garanties de sécurité. Et quelqu'un a même dit, mais de quelle garantie de sécurité veut-il encore si jamais les Américains pouvaient s'installer chez lui pour, bon voilà, dans l'accord des terres rares? Dès lors que les Américains seront là, c'est déjà une garantie de sécurité. Personne ne viendra quand même attaquer les Américains. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'à un moment donné, ça a été une forme de menace subtile lorsqu'il dit ça arrive à tout le monde, et vous, c'est parce qu'il y a l'océan qui vous sépare. En un mot, il voulait dire que après l'Ukraine, la Russie pourrait aussi attaquer les États-Unis. Et c'est ce narratif, en fait, qui a fâché Donald Trump. En fait, un narratif qu'on a toujours entendu en Europe où on dit après, voilà, l'Ukraine, ça sera la Pologne, après, non, c'est une menace pour l'Europe. Et c'est ce qu'il a voulu transposer là-bas. Alors là, ça a débordé le vase. Oui, bien sûr. Mais il faut quand même ajouter que c'est à la demande du président Zelensky que, euh, que le président Trump l'a reçu. C'est à sa demande. Et donc, quand tu demandes, je pense qu'il y a des égards qui sont là. C'est pour ça que euh, nous sommes dans une nouvelle ère. Oui. Dans une nouvelle ère. Et cette ère-là nous amène à, à bien comprendre les enjeux. C'est pour ça que je dis qu'en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, nous devons créer un axe solide entre Brazzaville et Kinshasa. Parce que c'est cet axe-là, associé à Luanda, qui va garantir la sécurité de la sous-région. C'est pour Oui, ça mais que... Monsieur Modeste que- Moukadia, il y a un autre aspect qu'il faut peut-être regarder aussi, parce que là, ça commence à craindre. Vous savez qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai, on a beau dire que nos pays sont indépendants, mais nous savons que c'est une indépendance conditionnelle dans tous les cas. Alors là, ça vient de basculer. Vous dites que nous sommes dans une nouvelle ère. Avec les menaces que subissent désormais, peut-être pas une menace, cette déroute des Européens, y compris la France, est-ce qu'on ne va pas donc craindre que finalement, pour c'est c'est- c'est une affaire de survie, hein, comme qui dirait, l'instinct de survie. Pour la survie de l'Europe, moi je prends ici la France parce que c'est notre partenaire, voilà. Est-ce qu'on ne va pas craindre qu'il renforce encore ces mêmes pratiques où il faut mettre quelqu'un qui va les obéir parce qu'ils voudront avoir la main mise sur
un certain nombre de ressources naturelles parce que, tel que c'est parti, il faut trouver des compensations. Déjà, là-bas, on avait coupé le gaz, on a coupé tout ce qu'il fallait couper. Ils sont débandades, ils savent même plus à quel sens se vouer. Et voilà pourquoi moi je dis, est-ce qu'on ne doit pas craindre finalement que l'Afrique en général, le Congo en particulier, continue à être le dindon de la farce, c'est-à-dire celui qui va payer voilà, le prix de ce bouleversement qui vient de s'opérer dans le monde. Donc, moi, je ne pense pas, bien au contraire, ce serait une erreur pour la France, parce que c'est cette politique qui risquerait euh, d'emballer la machine pour que la France ne soit plus présente en Afrique centrale. Or, la France est un partenaire essentiel puisque nous partageons déjà au moins la même langue. C'est pour ça que moi, je reviens toujours que l'erreur de Denis Sassou Nguesso, c'est d'avoir, pour des intérêts privés, euh, fait distendre notre relation historique avec la RDC. Cette relation-là est essentielle. C'est ce qui nous permettra d'avoir des partenaires solides en Europe. Et ces partenaires solides sont indispensables pour nous, comme le partenariat outre-Atlantique, comme je l'ai souligné. Parce que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit l'Europe, que ce soit la France, que ce soit le Japon, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit Israël, ils ont besoin de ce que nous avons. Et pour ce faire, il nous faut donc créer des conditions pour que nous ayons des, Garantie des de négociation, c'est partenariats, ça? une coopération solide de respect et, et respectable. Parce que si on force en disant ce que j'avais condamné pour le Rwanda, en disant qu'elle était devenue une base arrière pour recoloniser l'Afrique, hein, je pense l'avoir suffisamment développé, que c'était dangereux parce que si on veut recoloniser l'Afrique, là, la nouvelle donne politique va basculer autrement. Je pense que le mieux, et c'est ce que je propose, que nous devons avoir des saines relations avec l'Union européenne, avec la France, puisque nous avons au moins en partage, comme je le soulignais pour Mukokulu, dont les turbines, les modes d'emploi et de maintenance sont en chinois, personne ne lit le chinois en Mukokulu. Alors que si nous avons les licences françaises, nous aurons donc un partenariat solide. Et je pense que là, ceux qui soutiennent Denis Sassou Nguesso savent que le changement de paradigme entre les États-Unis d'Amérique de par le monde, vous voyez par exemple la Chine. Vous savez que la Chine a accepté d'ouvrir une fenêtre avec les États-Unis d'Amérique, puisque la Chine voulait porter plainte à l'OMC par rapport au taux, au, au taux 25%, d'augmentation. l'augmentation, voilà, Voilà. de douane. Mais la Chine s'est rendue compte que aller en guerre contre les États-Unis, elle serait peut-être pas gagnante. Donc, du coup, la Chine a accepté de négocier. Ce n'est pas un recul pour la Chine. C'est pour ça que ce n'est pas un recul aussi pour Denis Sassou Nguesso d'asseoir le pays. C'est pour lui une sortie. C'est pour lui une... Peu importe ce qu'il a fait, ça sera la justice de trancher. Hein? Évidemment, ça Voilà. Et sera c'est la pour ça justice que... de C'est trancher. pour... Modeste Boukadia, nous sommes malheureusement à la fin de l'heure. Je vous laisse quelques 2 secondes hein, pour conclure. Sur cette question, préoccupation, c'est même pas une question parce que c'est connu. Bon, on nous parle déjà, et ça a été vérifié, il y a déjà des pépinières de ricin,
dans le Niari. On est en train de préparer pour démarrer donc la culture du ricin. Ce n'est plus voilà, ce n'est plus de la spéculation simple. Ce sont des faits vérifiés et dans le pool, on est en train de former des jeunes pour cultiver du ricin dans leur terre. Bon, donc on est en train de trouver d'autres stratégies pour contourner probablement le bruit que vous avez commencé à faire sur cette affaire des Rwandais. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Je pense que les Congolais doivent se ressaisir du PCT à tous les partis politiques. La politique de la fuite en avant n'apporte jamais de solutions. Elle les aggrave. Vouloir aller aux élections, c'est une fuite en avant qui est caractéristique de la politique de gribouille qu'on appelle la politique de Boussa-Boussa. Et il faut donc se départir de cette politique qui n'apporte absolument rien. Et je pense qu'aujourd'hui, la création d'un axe Brazzaville-Kinshasa est la garantie d'avoir des bonnes relations avec l'Occident, la France, l'Union européenne, la Chine, la Russie, les États-Unis d'Amérique et Israël. Et sur Israël, j'insiste bien parce que notre pays, le Congo, a été le premier pays d'Afrique d'avoir des accords avec Israël. Et ça, nous devons le maintenir. Et enfin, par rapport à la géopolitique qui se met en place, je pense que nous devons être prêts pour que, d'un côté comme de l'autre, l'Afrique s'y retrouve. L'Afrique aujourd'hui est la clé des, des problèmes économiques qui s'imposent, qui se posent à l'échelle mondiale. Oui, mais Modeste Moukadia, c'est vrai que l'Afrique, c'est comme qui dirait, c'est l'avenir du monde, mais encore que les Africains prennent conscience, comme vous êtes en train de le dire, renforcer la collaboration ou le partenariat avec la coopération avec, par exemple, le Congo, Kinshasa, Brazzaville. Mais dans le même temps, moi, je vous posais donc la question de savoir, déjà là, nous avons, voilà, les Rwandais, la présence rwandaise n'est plus, voilà, ce n'est plus à discuter. Ce n'est plus, il n'y a plus de doute là-dessus, c'est connu, c'est su, ils sont là. Oui, Et dans le même temps, et comme vous êtes en train d'expliquer, cela constitue désormais une menace aussi existentielle, non pas seulement pour le Congo-Brazzaville, mais aussi pour le Congo-Kinshasa. Donc on est allé collaborer avec un ami. Bon, c'est vrai, après on nous dira c'est un problème d'intégration africaine, sous-régionale, ça c'est bien. Mais déjà, nous savons les relations aujourd'hui, tendancieuses d'ailleurs, entre Kigali et Kinshasa. Or là, nous sommes en train de renforcer, pas nous, Denis Sassou Nguesso, il faut le dire comme ça, est en train de renforcer ses relations avec Kigali, qui est un agresseur de Kinshasa. Et les Rwandais sont là, les pépinières, les ricins sont déjà là. Donc on est en train de démarrer la culture du ricin. Et très curieusement, c'est ce que d'ailleurs j'ai échangé avec un autre invité juste avant vous, de constater que les jeunes Congolais au niveau du pool acceptent une formation pour la culture du ricin alors qu'ils savent que derrière tout ça, après ça sera une invasion, après on va les ravir des terres, après voilà, ils seront les prochaines victimes après ce qui se passe probablement à l'est de la RDC. Pourquoi cette inconscience? Est-ce que c'est aussi peut-être parce que vous, les opposants, vous n'avez pas assez communiqué à vos militants pour leur dire attention, n'acceptez pas ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi cette population, cette jeunesse dont on parlait tout à l'heure, est aveugle à ce point et sourde à ce point? Vous savez, c'est ce que je venais de dire. Il nous faut créer un axe puissant entre Brazzaville et Kinshasa. Évidemment, Brazzaville aujourd'hui a pris
le parti de Kigali. Et moi, je suis en train de parler du futur. En Oui, ce mais qui pour le futur, concerne il de faut la sauver jeunesse, d'abord le présent, monsieur Modeste Bokadia. Sinon, il n'y aura à pas de ce que futur. à ce que vous venez de dire sur les jeunes de pôle, vous savez, nous en avons parlé quand une jeunesse est sacrifiée en lui donnant comme seule activité la consommation de la drogue et et, et de la bière frelatée, plus des billets par ici pour faire la fête, il n'y a plus rien dans la tête. Et ça, ce n'est pas seulement la jeunesse, les jeunes du pôle, c'est les jeunes de Non, il y en a dans de le tout le Poul, il y en a pays. dans le Niari, dans la Donc, Buenza. On est en train de les enrôler comme ça, et puis voilà. il est vrai qu'il faut parler du présent, mais en parlant du présent, en donnant les solutions du futur, on donne les solutions du présent. C'est ça ce que je suis en train de dire. Donc, il nous faut impérativement que nous renouons, nous établissons une véritable politique euh, de coopération intense avec Kinshasa. C'est cette population, c'est cette coopération-là nous empêcheront, qui empêcheront euh, la politique du Rwanda, qui est une politique de vouloir détruire euh, une culture euh, presque bantoue au profit de la culture nilotique. C'est ça les enjeux qui sont. Mais les gens ne le comprennent pas. Nous disons que Kigali, c'est un pays africain, frère, c'est vrai. Mais nos parents, c'est Kinshasa. C'est ça. C'est unissant, en nous unissant et en devenant des partenaires pour ce qui est indispensable, non seulement pour l'Occident, mais qui nous permettra de pouvoir répondre aux besoins locaux immédiats des Congolais, nous arriverons à faire face à cette menace euh, des gens du Nilotique qui veulent détruire la culture bantoue de l'Afrique centrale. C'est ça l'objectif essentiel de ceux qui s'allient. C'est la raison pour laquelle Kigali, à une époque, a voulu être le point d'entrée euh, euh, choisi par la Grande-Bretagne pour pouvoir métisser cette zone-là pour que les Rwandais disparaissent. Hein. Et c'est aussi la politique de Paul Kagame d'avoir envoyé des Rwandais partout. Je vois par exemple dans le nord du pays, il y a plein de Hutus là-bas maintenant qui sont devenus des chefs de village. Au nord, il y a des villages entiers où il n'y a plus que les Rwandais, il n'y a plus de Congolais dans le nord du pays. Et ça, c'est une préoccupation. Il faut résoudre cela. Eh bien, donc, il faut s'opposer à cette politique du grand remplacement. Merci, Modeste Boukadia, président du CDRC, le Cercle des démocrates et républicains du Congo, d'avoir encore été avec nous sur R7, mais ce n'est pas fini. Ce n'est que le début, parce que finalement, les événements se précipitent et là, les choses vont beaucoup, très vite. Merci, en tout cas, grand merci d'avoir été Merci aussi beaucoup, disponible. M. Perrin, de m'avoir permis de proposer une alternance, une alternative à la politique néfaste de retour dans l'âge de pierre proposée par le PCT vers une politique euh, de progrès du Congo et de la mise en place d'un axe Kinshasa-Brazzaville avec des partenaires de tous bords. Merci, mesdames, messieurs. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.